En fait, là où j'ai vraiment du mal, c'est quand je chasse du coup des consultants qui, je sais, sont pas hyper bien dans leur taf, mais je n'arrive pas à leur retranscrire le fait qu'on est heureux ici. Et tu peux pas dire, oui, bon, bah, il y a un meilleur package, etc. Enfin, ça, c'est des trucs qui sont un peu trop attrape-touristes, quoi. Mais c'est très difficile de dire, ah bah, nous, on fait des séminaires, nous, l'équipe, elle est hyper soudée, nous, on communique tous nos chiffres, tous les quarters à l'équipe, nous, vous avez un pouvoir de décision. Ça marche pas, en fait. Quand je le fais, ça ne marche pas. T'as beau leur donner des éléments mais super intéressants, genre un bon salaire, des bonnes conditions de travail, etc. Bah ça marche pas autant qu'une vidéo drôle dans laquelle tu te tournes en autodérision et tu dis bah moi elle est cool et regarde comment elle est cool. Et on a plus de recrutement avec ces vidéos-là qu'avec une vidéo qui pourtant donne des éléments très concrets. Et c'est ça qui est aussi un peu frustrant dans ta communication parce que tu te retrouves à avoir pourtant des super arguments marketing un peu coup de poing et tu peux même pas les donner. Il y a des codes en fait qui nous plaisent bien sur un petit peu l'appropriation d'une ambiance, d'un sujet, là où ça n'a pas du tout lieu d'être. Comme je disais sur Banquette, c'est le Tinder de la mise en relation bancaire. On a des petites campagnes qui va bientôt sortir. On dit un artisan qui est comme ça, il dit moi mon banquier j'ai trouvé sur un site de rencontre. Mais avec les codes vraiment d'un meeting, d'un tout ça. Je prends ma voiture tous les samedis matins pour aller quatre coins de la banlieue, pour aller faire des lycées, pour aller parler à des jeunes à Sarcelles, Garges-les-Gonesse, Corbeil-Essonnes et tout ça, pour aller pendant 4 heures échanger avec eux sur leur futur, sur qu'est-ce qu'ils veulent faire. Voilà, et ça prend un temps incroyable et infini, mais tu es obligé de communiquer avec ces leviers-là parce que en tant que nouvel entrant, t'as pas le choix. Il faut travailler sur ce qui coûte pas cher et ce qui peut fonctionner malgré tout. Elle doit parler à la fois au locataire, donc lui vendre un bureau bien-être, tout se passe bien, etc. Ouais. Et à côté au propriétaire, tu auras de la renta, Ouais, ça va cracher clair, tant, c'est clair. ton PNL sera comme ça, ton cash flow, etc. Et c'est hyper dur en fait d'arriver à avoir un discours audible. Ouais. Et du coup, je n'y arrive pas, je suis inaudible. Tu vas bien? Je t'avais pas vu. T'inquiète, Ça va? je te fais la bise. Bah oui. Non. Ça fait hyper longtemps. Ouais, la double peine, quoi. Du coup, très heureux de faire ça avec vous ce soir. Donc moi, pour expliquer très rapidement, donc je travaille dans le gross marketing digital un peu amélioré, et j'ai fondé notamment Gross Room, qui est une agence de gross marketing. Je travaille depuis 7 ans dans cette expertise-là. J'ai commencé avec Mathieu chez The Family, qui est un incubateur de start-up. Et ensuite, j'ai appris petit à petit à faire encore plus de choses là-dessus, et je me suis dit pourquoi pas le donner en service aux boîtes, et donc j'ai monté ça. Voilà. Moi, j'ai cofondé une société qui s'appelle Banquette. L'idée de Banquette, c'est d'être à la relation bancaire, ce qui est Tinder à la relation amoureuse. On permet l'idée, voilà, on est parti du constat que quand on est un professionnel et qu'on a besoin de financement, notamment au niveau de la création, quand on est en phase d'idéation, quand on veut accélérer son business, obtenir des financements, c'était pénible. Et il y avait 2 solutions qui s'offraient naturellement à tout le monde. C'était aller voir sa banque native, exposer un projet, et aller voir 1, 2, 3 autres banques supplémentaires, ce qui est très chronophage et qui détourne finalement les entrepreneurs de leur core business, ou alors de remettre cette charge à un tiers. Et nous, on s'est dit, finalement, les 2 acteurs principaux, ça reste les banques et les porteurs de projets. Il faudrait rapprocher ces 2 acteurs. Quoi qu'il arrive, c'est la banque qui prend la décision. Donc on s'est dit, pour servir au mieux les entrepreneurs, on va leur permettre d'émettre un dossier, un appel d'offres, qu'on va bien sûr cadrer, qu'on va faire en sorte qu'il soit lisible rapidement par les banques. Et on va laisser les banques sélectionner les dossiers qu'elles se savent en capacité d'accompagner. Ok. Voilà, Moi, j'ai essayé d'être aussi clair. Du coup, moi, j'ai monté une école de comptabilité qu'on essaye de faire nouvelle génération, c'est-à-dire vraiment très très axée sur le digital et les nouveaux usages. Donc, on va essayer d'aller vers le no-code, vers les automatisations, vers tout ce qui se fait aujourd'hui. Et c'est une école de compta en alternance à Paris. Voilà. Avant ça, j'ai créé une première école de formation sur des métiers du commerce dans le conseil. Et voilà, globalement.
C'est bien bossé. Donc moi je m'appelle Com, j'ai fondé une agence qui s'appelle Uni. On accompagne du coup des grands groupes majoritairement à s'adresser à des jeunes, 15-30 ans. On a constaté qu'il y avait une fracture générationnelle dans le message qui était perçu, qui était délivré entre les marques et les nouvelles générations. Et donc on aide vraiment ces grands groupes souvent industriels à la fois à recruter et puis à se repositionner, à bien comprendre comment fonctionne cette nouvelle génération qui a des codes différents, qui a des références à part, qui a aussi un modèle de pensée qui est, on va dire, assez unique. Et donc, voilà, on fait ce pont, cette passerelle qui est à la fois on en parlait tout à l'heure, sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat. Et donc, on travaille majoritairement de la vidéo et voilà. Du coup, moi, c'est Mathieu. Je l'ai refait. Donc j'ai cofondé Volume du coup il y a 7 ans, 8 ans. On a été accéléré aussi chez The Family. Et on est gestionnaire immobilier pour le compte de propriétaires spécialisé en prestation de services. C'est-à-dire qu'on gère des immeubles de bureaux full serviciel. Donc on injecte, déjà on les rénove de A à Z. Après on les commercialise en prestation de services. Donc l'idée c'est qu'un entrepreneur puisse avoir accès à un bureau. Il signe le vendredi et il travaille le lundi, qui reste focus sur son cœur de métier. Et après, il y a plein d'autres problèmes qui arrivent derrière et qu'il faut gérer derrière. Voilà. Mais en fait, on s'est rendu compte petit à petit qu'on avait beaucoup de mal en fait, à faire modifier les mentalités des propriétaires. Ouais. À leur expliquer que maintenant, ça se passait plus comme ça, qu'il fallait, il fallait changer leur vision, leur manière de concevoir l'immobilier de bureau. Et on tombe face à des murs en fait, parce que ça fait 60 ans, 70 ans qu'ils louent. Et que ça marche. Et que ça marche très bien, ouais. Plutôt que de virer des gens, tu vas réduire un peu ton budget bureau pour essayer de maintenir la barre. Ou tout de suite, si tu as besoin vraiment de croître en RH, hop, tu passes à quelque chose de plus grand, quoi. Peut-être une question pour les... Je cible peut-être vous deux là-dessus en connaissance. Parce que c'est vraiment une question que moi je me pose aujourd'hui sur le recrutement de mes étudiants. Comment tu parles aujourd'hui à des gens qui ont 17 ans? Genre, est-ce que le sujet, ce sera la meilleure carte. 23, c'est un sujet qui n'est pas si loin. Parler à des... Donc là, tu cibles vraiment le fin de lycée, même début d'études supérieures, qui est quand même une période, vous l'avez tous vécu, un peu charnière, on va dire, dans laquelle tu te poses beaucoup de questions. Alors je ne sais pas pour quel motif tu veux les cibler. Pour les faire venir chez moi dans mon école. Pour de l'acquisition, pour la formation. En fait, on se rend compte aujourd'hui que pour venir chercher un public jeune, donc jeune, on va dire très jeune, parce que c'est entre 13 et 17 ans, où tu as beaucoup d'incertitudes sur ces questions-là, de formation, de qu'est-ce que je veux devenir plus tard. Nous, on constate, parce que pour bosser avec des industriels, il n'y a plus de vocation à aller travailler sur des métiers, j'ai envie de dire, un peu plus rustiques. C'est-à-dire que, je prends des termes volontairement un peu choquants, c'est-à-dire que tous les métiers qui avant étaient familiaux ou transmis de père en fils, soudeur, agriculteur, électricien, plombier, et j'en passe, aujourd'hui sont passés beaucoup à la trappe, et maintenant les vocations c'est je sais pas trop ce que je vais faire de ma vie, même à 25 ans, je suis là en mode bon il y a des opportunités qui s'ouvrent pour être dans des bureaux quelque part sur une boîte, mais ça me parle pas, mon métier me parle pas. Et en fait, pour s'adresser à des cibles comme ça, il faut vraiment à la fois redonner du sens, mais surtout plutôt parler de valeurs, parler de l'univers que transmet ton école plus que de la formation en elle-même. C'est assez paradoxal parce qu'on s'attendrait à ce que normalement on parle des spécificités techniques. On a envie de parler des spécificités techniques d'une formation, de qu'est-ce qu'elle va nous apprendre, de pourquoi est-ce qu'en sortant de cette formation, je serai le meilleur pour faire de la compta. Mais comme aujourd'hui, il y a à la fois un monde du travail qui, on va parler un peu, bouge beaucoup avec le Covid et puis même une crise généralisée, on ne sait pas trop où on va, on est dans une période instable, les jeunes ne s'accrochent pas au travail comme une réalité définitive en disant « je serai comptable toute ma vie, cette formation elle va définir ce que je serai plus tard », ce qui était le cas avant. En réalité, c'était beaucoup plus le cas avant, et donc tu te retrouves à devoir leur dire « bon cette formation, elle va te permettre de rebondir peut-être plus tard pour ça, parce qu'elle t'aura apporté telle valeur, elle t'aura apporté tel parcours professionnel responsabilisant, telle compétence, mais non pas des compétences techniques brutes, mais un état d'esprit. »
et tu te retrouves à devoir parler, je vais te donner un exemple qui n'est pas le nôtre, mais je sais pas, pour des usines automobiles, au lieu de dire, bah voilà, nous, nos usines, vous allez ressortir comme étant le meilleur monteur voilà, d'une chaîne automobile, bah, on va dire, travailler chez nous, ça va vous permettre de devenir voilà, plus épanoui, plus intégré dans la société, alors qu'à la base, c'est pas tout à fait ça qui était vendu. Donc c'est plutôt un univers de travail et un univers du coup de formation. Et enfin, je sais pas si c'était ça que tu cherchais, mais... Bon, t'as déjà posé la question ou pas du tout? Pour cette question-là, non, C'est bien répondu. Ouais, c'est... Pas spécialement, mais c'est vrai nous, on constate, à notre échelle, on constate qu'on ne doit plus communiquer sur des spécificités techniques. C'est un vrai changement. Même les pubs à la télé, je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne parle plus de la dernière Renault qui a un moteur super performant et qui est capable de faire 1000 km d'autonomie en électrique. On te parle de Made in France, c'est super, l'esprit français, le bien-être, la conquête, et on n'est plus sur de l'émotionnel, alors qu'avant on était plus sur du rationnel pur, utilitariste. Et donc il y a aussi un changement de paradoxe qui est assez difficile à toucher. Je trouve ça intéressant parce que c'est un peu, nous tu vois, on fait de la segmentation pour nos clients et tout, et ce que j'ai remarqué par rapport à une segmentation B2C, ce qui est un peu ton cas, ou une segmentation où tu cibles des B2B, ce qui est du coup plus le tien, là où sur du B2B, c'est une décision qui est extrêmement rationnelle, raisonnée, une décision de groupe, une décision héroïste, tu vois, tout ce qui est en fait backé par des chiffres et par de la logique, ne l'est pas du tout sur des business B2C. Où là, le seul truc qui prime, c'est l'émotionnel. Et donc, tout ce que tu mets en rapport avec l'émotionnel, et donc ce que tu disais, le but derrière, le pourquoi, etc. Et je trouve ça hallucinant, la différence de fonctionnement et la différence de proposition de valeur que tu dois avoir. Alors, du coup, c'est pour ça que les boîtes marketplace, etc. sont un peu schizo, puisque en fait... j'ai un énorme problème là-dessus, pour rebondir. Ouais. C'est que je dois parler à la fois au locataire, donc lui vendre un bureau bien-être, tout se passe bien, etc. Ouais. Et à côté au propriétaire, tu auras de la renta, Ouais, ça va cracher tant, c'est clair. ton PNL sera comme ça, ton cash flow, etc. Et c'est hyper dur en fait d'arriver à avoir un discours audible. Ouais. Et du coup, je n'y arrive pas, je suis inaudible. Et c'est hyper dur de se faire comprendre et d'être clair auprès de tes différents... Donc je pense que nous, on a fait ça fait 2 ans d'ailleurs, on opérait ça. On parle plus aux locataires. Et on parle qu'aux propriétaires. Okay. Et tant pis, j'ai trouvé un autre moyen pour commercialiser les espaces, etc. Et je me focus sur... j'ai fait un choix en fait, parce que j'y arrive pas. Je sais que j'y arrive pas. Après, peut-être que vous pouvez m'aider, je sais pas, mais moi je sais que ça, j'y arrive pas. Ouais. C'est hyper dur en effet d'avoir ce double discours. Ouais. De bien les cibler. Chez Banquette, on partage ça, parce que du coup, sur la plateforme, je pense que c'est pareil pour toi, et vous l'avez subi aussi directement ou indirectement. C'est quand on monte une marketplace, après avoir l'idée, la phase d'idéation, quand on lance, il y a toujours 2 personnes de chaque côté de la chaîne. Ce qui nous concerne, c'est il y a les banques d'un côté et il y a les porteurs de projets de l'autre. Et quand on appuie sur On, et il faudrait déjà qu'il y ait une itération incroyable et qu'il y ait des flux dans tous les sens pour les banques, parce que les banques disent si je me connecte à vous, il faut qu'il y ait 2000 entrepreneurs par jour qui demandent un dossier, enfin qui demandent un financement. Là, on n'a pas la main là-dessus, et la banque, même si elle le souhaite, n'a pas la main sur la création et sur l'idéation. Et de l'autre côté, il y a les porteurs de projets qui ont besoin d'être réassurés. C'est quelque chose qui n'existe pas. Ce qu'on fait, on simplifie, on donne de la méthode et du conseil et de la rapidité, mais c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc il faut les accompagner. Et du coup, je rebondis sur ta question aussi, c'est comment on communique. D'un côté, il y a les grands groupes où il faut vraiment être très carré, très processé. Ouvrir une banque, ça prend entre 2 mois et 1 an et demi pour travailler avec elle. Et et susciter de l'intérêt chez un porteur de projet, tout dépend de l'âge, du business dans lequel ils sont. Et donc nous, on est dans une petite interaction où on se dit, on peut adresser une société qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais comme une petite société qui vient de se monter, qui a besoin de 15 000 euros. Et on ne communique pas de la même façon à ces personnes-là, mais pourtant la communication, avec plus gros, on peut cibler et vraiment faire des opérations un petit peu coup de poing et en profondeur. Mais il faut quand même qu'il y ait une globalité dans la communication. Il faut que chacun puisse trouver ce qu'il cherche en réassurance. C'est un peu le mot-clé chez nous, c'est la réassurance des 2 parties. Et c'est vrai que c'est un peu schizophrénique de se dire, mais c'est qui je suis. Et le lundi matin, on peut se dire, bon, on va axer là-dessus, il se passe des choses la semaine.
Et le vendredi, on dit vivement lundi prochain pour qu'on ait encore C'est ça. un autre positionnement. Et... On a hésité même à créer 2 entités quasiment différentes, presque, 2 noms différents pour communiquer et avoir un seul discours différent, quoi. Ouais, c'est clair. Mais non, c'est compliqué. Mais toi, t'as des soucis pour avoir des alternants, pour trouver des jeunes? Ouais, en fait, j'ai des soucis, on y arrive, mais c'est vrai qu'on se rend compte. Moi, j'ai créé une première école il y a 4 ans, 5 ans maintenant, et en fait, je me rends compte que les axes de communication que j'ai fait il y a 5 ans pour avoir mes étudiants, qui étaient un tout petit peu plus vieux, mais à 3-4 ans, C'est plutôt les mêmes. C'est marrant. et je suis pas professionnel de ça, mais je vois déjà que là où on avait fait des Google Ads, un peu de Facebook, mais pas trop à l'époque, en fait, Facebook aujourd'hui, personne ne se met dessus, ça n'existe plus quasiment. Même Insta, on m'a dit que sur ma tranche d'âge, c'était souvent délaissé. Les Google Ads, en fait, les jeunes, ils allaient sur les réseaux sociaux pour aller chercher les infos, ils allaient quasiment plus sur Google et sur les... Donc en fait, c'est vrai que en 4 ans, ça a été renversé, quoi. Et on parle plus du tout de la même façon. Donc c'est pour ça que je te posais la question, c'est que c'est un peu qu'est-ce que c'est aujourd'hui et un peu qu'est-ce qui se profile, quoi, dans les prochains temps, parce que j'ai l'impression que c'est les formats qui se raccourcissent, les médias qui se changent. C'est ça que tu vois. L'arrivée de TikTok a beaucoup joué dans la balance. Ça fait 4 ans à peu près que c'est là et ça se remarque quand même. Et on se rend bien compte, tu parles des formats qui se raccourcissent, c'est à la fois le drame et à peu près l'élément obligatoire maintenant pour n'importe quelle communication d'entreprise quand tu es en tout cas sur ce segment-là auprès des jeunes. C'est-à-dire que on a le constat qu'un temps d'attention, il est de 8 secondes pour un jeune de ton âge. 8 secondes, il faut le capter, il faut le garder. Et 8 secondes, c'est le maximum que tu puisses aller capter. Dès que ta vidéo, tu n'arrives pas à avoir une accroche qui soit émotionnelle. Et nous, c'est vraiment ce qu'on constate. C'est que pour travailler avec des grands groupes, à chaque fois, tu as beau leur donner des éléments mais super intéressants, genre un bon salaire, des bonnes conditions de travail, etc. Ça marche pas autant qu'une vidéo drôle dans laquelle tu tournes en autodérision et tu dis moi elle est cool et regarde comment elle est cool. Et on a plus de recrutement avec ces vidéos-là qu'avec une vidéo qui pourtant donne des éléments très concrets. Et comme la communication change, tu es obligé de trouver ton nouvel équilibre, ta nouvelle approche. Et c'est ça qui est aussi un peu frustrant dans ta communication parce que tu te retrouves à avoir pourtant des super arguments marketing un peu coup de poing et tu peux même pas les donner. Tu peux même pas les donner parce que justement TikTok a un peu tué ça. Et les formats longs n'existent plus, les gens les écoutent plus. Et il faut rééduquer en fait, en quelque sorte, cette génération à reprendre le temps. Non mais c'est vrai que c'est con, on a perdu le réflexe. Et je m'en suis rendu compte, c'est hyper pertinent ce que tu dis, parce que je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, où un ami à moi, je suis niçois à la base, et j'ai un ami de Nice, donc qui a mon âge, 28-29 ans, donc on n'est pas encore à la quarantaine, quoi. Mais pour autant, il me parlait de ChatGPT. Ce sera peut-être un sujet qu'on va ouvrir plus tard, mais on ne va pas ouvrir maintenant la boîte de Pandore. Simplement sur l'information que tu as sur ce sujet-là. Moi, personnellement, ChatGPT, je me renseigne avec des articles que je lis, le test moi-même de ce truc-là, et les posts LinkedIn qui arrivent, qui sont parfois très bien résumés, parce que LinkedIn, il y a souvent des posts un peu compliqués, mais il y a aussi des posts qui renseignent très bien. Et en fait, lui, son seul moyen de se renseigner, il s'y connaissait bien mieux que moi sur ChatGPT. Pourtant, c'est un peu quasi mon métier de savoir un peu ces... Et il s'y connaissait bien mieux que moi. Et en fait, son seul canal d'information, c'était TikTok. Il me dit, en fait, il a ouvert son TikTok et il y avait uniquement des suggestions de ChatGPT sur des vidéos snackées, tu vois, de 8-10 secondes. Où en fait, le mec t'expliquait, comment j'arrive à faire une landing page avec ChatGPT, comment j'arrive à faire une segmentation avec ChatGPT. Et en fait, en 8 secondes, le mec est capable de te faire un tuto vidéo. Et donc, en fait, il est arrivé à se renseigner grâce à ça. Et je me suis dit, c'est ouf le changement de paradigme. Qu'un gars de 28 piges se renseigne maintenant sur d'autres choses, quoi. Enfin, sur TikTok, sur des choses... Imagine un gars de 17 piges. Ouais, là, c'est... Et c'est pour ça. Et là, c'est... arrive avec... Mais TikTok, c'est devenu le premier moteur de recherche pour les jeunes de 13 à 15 ans. C'est le premier moteur de recherche, c'est-à-dire que pour trouver un emploi, pour trouver une réponse à une question, pour savoir ce qui se passe dans le monde en termes d'actu, c'est le prisme TikTok avec ses dérives, mais le prisme TikTok, et c'est uniquement ça, quoi. Et la génération du dessus, c'est Insta, mais Facebook Ads, tu peux oublier pour cette génération, ils n'ont même pas de compte Facebook. C'est déjà à la limite,
s'ils pensent à créer un compte, même sur Snapchat, qui commence à devenir ringard pour certains, alors il revient, mais qui commence à devenir ringard pour certains jeunes. Donc ça va très très vite, quoi. Et donc pour s'adresser et segmenter, c'est d'autant plus compliqué. Mais donc du coup, ça change complètement la façon de faire du contenu, quoi. En fait, maintenant, tu peux plus vraiment faire du contenu, à part sur LinkedIn pour du B2B, mais sur du B2C, j'ai l'impression que si tu cibles une cible de moins de 30 ans, quoi qu'il arrive, il faudra que tu fasses des vidéos de 8-10 secondes max pour aller sur les réseaux, quoi. Ouais, en gros, pour résumer ce que tu disais, c'est le plus court possible et avec le moins de contenu possible. Je veux dire, pas trop en fait. C'est un peu triste dit comme ça, mais c'est pas complètement faux. On arrive à faire, nous on joue beaucoup et c'est un vrai dilemme qu'on a avec toutes les marques avec lesquelles on bosse, c'est faut bien à un moment faire du pédago. Les marques, elles veulent bien payer, c'est cool de payer l'espèce de troubadour qui s'amuse. En plus, elle paye de plus en plus cher, mais c'est de plus en plus cool. Voilà, je paye de plus en plus cher, c'est créatif, donc il faut en plus, faire comprendre déjà aux marques, c'est compliqué, aux employés, j'en parle même pas, parce que pour eux, c'est la bérésine absolue. Mais on peut faire du pédagogique, nous on vend des contenus, c'est 1 minute 30 de pure pédagogie, c'est-à-dire c'est des faits, juste des faits, mais on l'amène vraiment avec beaucoup d'autodérision au départ, et c'est parce qu'on a cette espèce d'accroche un peu foireuse qui fait que soit tu rigoles, soit tu es dégoûté, soit tu te casses, mais c'est de l'émotionnel encore. Mais t'accroches l'attention, quoi. T'accroches l'attention, Ouais. tu te dis bon, après il va falloir le conserver pendant 1 minute 30 le mec, pour le convertir. Mais en vrai, c'était déjà le cas, j'ai envie de dire, il y a 5-10 ans, quand tu avais tous les gourous du marketing qui t'expliquaient comment sur une page, une landing page, tu faisais un espèce de tunnel de vente bien spécifique. C'est juste que le tunnel de vente, t'as 3 secondes. Mais ça reste un tunnel de vente avec les mêmes caractéristiques, mais c'est juste qu'il est condensé et il est poussé à l'extrême, ce qui fait que ça devient un truc explosif et que, honnêtement, moi je l'ai vu, tu mets la génération de nos parents sur TikTok, mais t'es sûr à 100% qu'ils sont perdus. Les commentaires, ils comprennent rien, les vidéos, ils comprennent rien, et pourtant, ils sont pour la plupart sur Instagram. Donc, 1 heure de TikTok par jour, c'est la moyenne, hein, c'est 1 heure de scroll de 15 secondes. Chaque réseau social a sa place propre. TikTok, c'est de la découverte, donc tu n'approfondis pas spécialement les choses. Tu fais de la surface, voilà. Et pour vraiment approfondir, soit tu es redirigé vers du podcast, bonjour, si vous nous écoutez, soit tu es redirigé vers du YouTube, ce qui marche aussi pour ceux qui me voient. Et là, tu as des formats plus longs, 20 minutes, mais en fait, tu passes de 15 secondes à un vrai extrême, parce que 20 minutes, c'est beaucoup. Et il n'y a pas aujourd'hui vraiment de plateforme qui s'est positionnée sur l'entre-deux, excepté Instagram, mais c'est bancal. Et aujourd'hui, c'est pour ça que YouTube rame avec des YouTube Shorts en disant « Tiens, regardez, vous pouvez publier des trucs informatifs », mais non, TikTok, c'est pour de la découverte. Moi, quand je scrolle, je n'apprends rien. Je mets mon cerveau de côté et c'est terminé pendant une demi-heure, quoi. Ça dépend de ton usage, mais oui. En fait, oui, mais au final, tu vois, des vidéos de 15 secondes, globalement, football, sport, etc. Moi, j'ai beaucoup de trucs de sport. Et typiquement, j'apprends rien, tu vois. Tu revois 15 fois le but de Mbappé contre l'Argentine. Bon, c'était très cool, ça donne des émotions, mais t'apprends rien de spécial. Et des choses comme ça, tu vois. Pour toi, c'est du zapping. Et pour ton ami, c'est un moyen de s'informer, quoi. S'informer. Et je pense qu'il y a un changement là-dessus qui est assez hallucinant, quoi. Le vrai révélateur, en tout cas, qui a été un révélateur même pour notre génération, c'est de voir que les jeunes se sont informés de la guerre en Ukraine par TikTok. Incroyable. Ce qui est fou quand même, incroyable. De dire ça. Et de se dire qu'ils ont été informés parce que les Ukrainiens eux-mêmes postaient des TikToks sur le front. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Ouais. T'as littéralement le soldat ukrainien, et là il te fait voilà, j'emmerde l'ennemi russe, et regardez comment c'est super la guerre ici, et voilà, et vive l'Ukraine. Et les commentaires sont la source d'information derrière. C'est-à-dire que les jeunes commentent et font « Ah, il est dans telle région, aujourd'hui c'est compliqué, ça a été repris depuis le 15 janvier, voilà. » Et t'es là, Sujet sur le contrôle des sources et tout ça. et alors là, pour les fake news, C'est ce que j'allais dire. Si tu mets ça en parallèle avec un sondage, 50% je crois, des 18-24 ans pensent que le bombardement massif qu'il y a eu en Ukraine, je sais plus dans quelle ville, en fait c'est une fake news. Tu vois, et c'est 50% des 18-24 ans, je crois. Donc quand tu mets ça en parallèle, Incroyable. c'est un peu flippant. un tiers, une autre stat un peu flippante, c'est qu'un tiers des jeunes sur TikTok interrogés pensent que la Terre peut être plate. Ah, c'est 30, je pense pas. Un tiers.
faut quand même, faut mettre en proportion. Je suis juste sur Instagram. Ouais, Facebook, j'ai supprimé mon compte. Donc je suis plus invité aux anniversaires. C'est vraiment que pour les événements que ça reste Facebook, c'est quand même hallucinant. Ça, c'est dur. Mais non, mais c'est... Après, ouais, il y a quand même un gros sujet de fond sur la qualité de l'info, quoi. Sur la qualité, sans dire information, mais la qualité du contenu. À trouver l'équilibre, elle est compliquée. Ouais. Moi, je trouve que l'un des vrais révélateurs, c'est quand tu regardes aujourd'hui les marques du CAC 40 françaises, on a environ 14 sur les 40 qui sont présentes sur TikTok. Sur les 14, on a genre 7 qui ne font rien, sont juste un compte. Et les autres, c'est très inégal dans la manière dont on tire son épingle du jeu. Pourtant, tu peux partir du principe que ces boîtes-là ont des équipes et des budgets. Donc, c'est pas ça qui devrait les freiner. Normalement, elles ont des talents, elles ont de quoi faire. Et elles sont quand même incapables, pour la plupart, de trouver vraiment un terrain d'accroche. Eux sortent du lot. Un bon exemple, c'est Carrefour, par exemple. Carrefour, ils sont vachement bons sur TikTok. Ils ont une stratégie qui est vraiment dans l'air du temps. Ça marche super bien. Et ils arrivent à... Ils ont évidemment des enjeux de recrutement et puis ils ont des enjeux de fidélisation des jeunes. Mais tu te dis, ils arrivent à trouver des caissiers grâce à TikTok de manière massive, quoi. Et les Carrefour s'en sortent super bien parce qu'ils ont compris l'autodérision. C'est-à-dire qu'il faut quand même se dire que Carrefour recrute parce qu'ils font des chorés et des sketchs sur TikTok. Donc il faut quand même convaincre des grands groupes qu'en faisant une choré, tu peux recruter des gens qui sont censés être sérieux. Et c'est le cas, mais via le prisme de l'humour. C'est-à-dire que l'humour est devenu indispensable pour parler... Et derrière, il y a, sans creuser trop longtemps sur le sujet, mais il n'y a pas un aspect déceptif ou l'inverse, où en fait la personne qui s'est fait recruter arrive et découvre que c'est pas des chorégraphies toute la journée. En fait, ce qui est drôle, c'est que ça suit quand même derrière. Il n'y a pas tant de déception que ça, parce que les jeunes recrutés, en tout cas, 15, 20, 25 ans, vivent pas dans une utopie non plus. En fait, TikTok n'est pas la réalité. Et c'est ça qui est assez fou, c'est que c'est vraiment une frontière qui est très nette, très précise. C'est TikTok, c'est pas la réalité, c'est une espèce d'univers parallèle dans lequel on s'amuse, on peut être qui on est, on peut s'assumer comme on veut, et c'est censé ne pas avoir d'incidence sur le réel. Et donc, t'es recruté, mais en fait, je parle vraiment toujours du mot découverte, c'est que c'est une porte d'entrée. Et ensuite, ils vont évidemment lire l'offre d'emploi. Bien sûr. On se rend compte que c'est un 35 heures, pas forcément super sexy. Voilà. Mais je parlais plus sur le côté le management ou même le... Tu vois pas, souvent j'avais un sujet, c'est que je préfère ne pas communiquer, que ce soit en interne auprès de nos équipes ou en externe, si ça me ressemble pas. C'est-à-dire que je pense qu'il vaut mieux se taire. Survendre. Ouais, voilà. C'est pas mon âme, c'est pas... J'ai pas trop d'exemples comme ça, mais si je peux prendre un exemple très, très rapide, par exemple l'histoire, il y a eu souvent la blague des startups, le baby-foot dans la startup, etc. Nous on n'en a pas parce que c'est pas notre âme, en fait, c'est pas dans notre âme, tandis que si on en avait mis un pour pouvoir recruter avec ça, au final ça aurait été dur, en fait, on aurait dû jouer au baby-foot alors qu'on n'en a pas envie. Je schématise un peu le truc, mais souvent je pense que du coup, si Carrefour ça fonctionne, c'est parce qu'ils le font de bon cœur, en fait. Bien sûr. Et on n'est pas payé par eux là pour ça. Mais je pense qu'il y a quand même un facteur où ça doit quand même être vrai pour que ça fonctionne, en fait. Oui, il ne faut pas se travestir. Faut pas se travestir pour faire de la com. De toute façon, on se rend vite compte qu'on ne sait pas transparent, qu'on ne sait pas un peu naturel, un truc qui est forcé. Sans tout de suite. Ça sent. Oui, c'est sûr que si tu prends un baby-foot et que tu mets toutes tes équipes autour et que tu fais la meilleure photo de l'année, que tu dis regardez, on est à la meilleure boîte du monde, et qu'en dessous, t'as aucun de tes collaborateurs qui like, et que t'as juste à commenter en disant on est mal payé, c'est pas cool, forcément ça peut se retourner contre toi. Donc non, faut pas jouer le faux cul pour dire les termes, mais non, faut pas se travestir, et c'est compliqué pour les marques de se positionner là-dessus. Ouais. C'est un bon sujet, ça, parce que tu vois, pour le recrutement, moi j'ai un problème là-dessus. Je trouve qu'on communique plutôt bien sur les réseaux sociaux, mais en fait, quand je chasse, je chasse des consultants qui sont dans d'autres agences. Probablement d'ailleurs des agences concurrentes. Parfois un peu trop, je chasse un peu trop. Mais, et ça marche parfois, la plupart des gens qu'on a dans notre équipe, c'est des consultants qui étaient dans d'autres agences avant. Et ils sont hyper heureux ici,
parce que, bon, on a une culture qui est différente. Ils étaient dans des agences de 80 personnes. Nous, c'est facile à 20 de donner beaucoup plus de vision, de leur donner des perspectives de développement, de mettre en place une vraie culture, de partir en séminaire, parce que c'est ce que j'ai vécu typiquement à The Family, avec des startups où tu mets la culture au centre du projet, ce qui n'est pas du tout le cas normalement dans des agences. Mais en fait, là où j'ai vraiment du mal, et ça rejoint ce que tu disais, mais c'est quand je chasse du coup des consultants qui, je sais, sont pas hyper bien dans leur taf, mais je n'arrive pas à leur retranscrire le fait qu'on est heureux ici. Et tu peux pas dire, voyez, bon, bah, y a un meilleur package, etc. Enfin, ça, c'est des trucs qui sont un peu trop attrape-touristes, quoi. Mais c'est très difficile de dire, ah bah, nous, on fait des séminaires, nous, l'équipe, elle est hyper soudée, nous, on communique tous nos chiffres, tous les quarters à l'équipe, nous, vous avez un pouvoir de décision. Ça marche pas, en fait. Quand je le fais, ça ne marche pas. Parce qu'il y a une spécificité technique. Et ça peut... Peut-être. Et est-ce que, en fait, il y aurait ce truc de... Ce serait peut-être une communication différente. C'est là où ça se pose, quoi. Mais Tu sens que c'est de la surenchère quand tu fais ça? Tu sens que tu... Ah oui. Je sens que j'essaye de leur vendre un truc. Et donc, du coup, vu que eux sentent que je leur vends quelque chose, ils step back. Et les seuls consultants qu'on a réussi à avoir, et en vrai, dès qu'on fait la propale, en général, on y arrive parce qu'ils captent chez nous, ils viennent au bureau, ils captent qu'on est différents. Les seuls consultants qu'on a réussi à avoir, c'est des gens qui ont été conseillés par des potes de potes, qui travaillent en agence, etc. Et donc, tu vois, on a fait l'équipe. Mais un consultant que je connais pas, qui est senior dans une autre boîte, où je sais qu'il pourrait s'éclater chez nous, je le contacte, il y a un très très peu de chance. J'ai moins de chances de le convertir qu'un lead pour des boîtes qu'on accompagne. Bon, c'est bon signe, hein, du coup, c'est-à-dire qu'on t'a bien, mais du coup, c'est hyper compliqué sur le recrutement. En termes de... Et bon, c'est ça qu'on recherche maintenant aujourd'hui, au-delà du... Enfin, l'argent, c'est toujours important, mais même maintenant, les gens privilégient aussi le bien-être au travail, le cadre de travail, etc. Bien sûr. Donc, en effet, c'est important de savoir le vendre, quoi. Ouais. Et donc, est-ce que du coup, tu dois faire ce que tu disais tout à l'heure, ce qu'on n'a pas envie de faire, tu vois. Cette photo avec le baby-foot, on n'a pas envie de le faire. Et les gens sont heureux sans le baby-foot et sont heureux sans avoir une chaîne YouTube, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Parce que aussi, les boîtes, tu vois, les boîtes que je connais qui n'ont pas de problème de recrutement, c'est les boîtes qui sont incarnées par leur CEO, mais qui va parfois, selon moi, pas trop loin, mais en tout cas, moi, j'ai pas envie de poster 3 fois par jour sur LinkedIn, j'ai pas envie d'avoir une chaîne YouTube, j'ai pas envie d'être populaire sur ce côté-là, quoi. Puis le taf. Ouais. Le taf que c'est. C'est hallucinant, tu vois. Ça, faut le gérer, quoi. Ouais. C'est risqué aussi. Et c'est risqué, ça peut être double tranchant. Si ta société, en fait, c'est que toi, que ton visage, on va tourner sans toi. Si jamais, on ne souhaite rien, mais si tu pètes une cheville, t'es pas là 3 semaines, il se passe quoi? Il n'y a plus de leader, il n'y a plus... Et puis, le c'est un jour tu veux. Ouais, tu incarnes trop ta boîte, donc en fait, t'es trop un asset. Mais eux, par contre, ils n'ont pas ce problème de recrutement, tu vois. On a un concurrent qui a ça, mais je vous donne même un autre nom qui n'est pas un concurrent, qui est une fille que j'aime beaucoup, qui a créé, Justine, qui a créé Respire. Ouais. Ils n'ont pas de problème de recrutement, parce qu'en fait, elle incarne un peu la boîte, tu la suis, tu as envie de rentrer dans sa boîte. Du coup, ils n'ont pas ces problématiques-là. On essaye de faire... c'est des métiers historiques, hein, la plupart d'entre nous, en fait, c'est... on réinvente pas la poudre, mais on change rien, mais on modifie tout quand même en même temps. Et il y a des codes, en fait, qui nous plaisent bien sur un petit peu l'appropriation d'une ambiance, d'un sujet, là où ça n'a pas du tout lieu d'être. Comme je disais sur Banquette, c'est le Tinder de la mise en relation bancaire. C'est on a une petite campagne qui va bientôt sortir. On dit, on montre avec des vraies photos, un artisan qui est comme ça, il dit moi, mon banquier, j'ai trouvé sur un site de rencontre. Mais avec les codes vraiment d'un meeting, d'un tout ça. Et en plus de ça, derrière, on laisse la parole aux entrepreneurs. Parce que là où toi, aujourd'hui, vous communiquez comment? Pour le moment, nous, on avait une stratégie un peu à l'ancienne, hein, on va pas se mentir. C'est que, comme je vous disais tout à l'heure, quand on monte une marketplace, il faut en même temps une sorte de micro-boom. On a 2 stratégies. On a une stratégie d'acquisition qui est indirecte. Ça veut dire que, en fait, on a identifié que les entrepreneurs, il y en avait 2 types. Enfin, à un moment donné, il faut se positionner, il y en a beaucoup plus que 2 types. Mais il y a ceux qui seront accompagnés, qui ont besoin d'accompagnement et besoin d'aide, et ceux qui sont des self-made, à tort ou à raison. Donc il y a des gens qui vont aller voir tout de suite un expert comptable pour aller voir un business plan, d'autres qui vont aller voir leur incubateur ou une CCI, et d'autres qui vont se dire peut-être que j'ai pas les compétences, mais je vais le faire moi-même. Et donc toutes ces personnes-là ont quand même besoin d'accompagnement. Donc pour avoir justement le petit côté œuf ou poule du début, on se dit qui peut apporter un flux et qui peut réassurer aussi nos banques.
c'est ce qu'on appelle chez nous des prescripteurs. Donc c'est les experts comptables, c'est les chargés d'affaires dans les CCI. Et on est allé chercher ces personnalités-là. Tu te rajoutes un nouveau persona à qui communiquer. Exactement. Une nouvelle difficulté dans la Ouais, c'est une nouvelle difficulté. Complètement. Ouais. Avec des cultures complètement Ah différentes. ouais, c'est clair. Chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. Mais entre un expert du chiffre, donc un expert comptable, et qui va être très carré et qui finalement très orienté chiffres, et une personne dans une CCI qui va accompagner une création, une reprise d'entreprise, le mindset n'est pas le même. Il va y avoir plus d'émotionnel dans le dossier que chez un expert comptable. Les deux ont de la valeur. Après, ça dépend de comment c'est tourné et si le projet est viable. Mais en tout cas, donc, dans la stratégie indirecte, on s'est dit, il y a déjà un écosystème. Et ce serait très osé et prétentieux de notre part de dire qu'on allait écraser cet écosystème-là. Nous, on est là pour approcher les gens. Mais voilà, c'est un peu ces stratégies-là qu'on veut avoir. Et je pense que c'est la stratégie aussi que tu cherchais à avoir avec tes clients. Et Nous, on a coupé. C'est simple. On a coupé un canal, tout simplement, parce qu'on ne sait pas faire. Vraiment, il faut choisir, quoi. c'est vrai qu'il faut parfois se recentrer, se reconcentrer. Mais c'est vrai que parfois, c'est l'impression de promener deux chiens avec deux caractères différents qui tirent en même temps. Ouais, c'est clair. C'est compliqué. Les boîtes qui font B2C et B2B, donc qui ciblent le consommateur et qui ciblent une boîte, parfois, elles peuvent tout mettre sur du B2C et utiliser le B2C pour aller sur du B2B. Nous, par exemple, moi, avant de monter Grosse Room, j'ai travaillé 3 ans dans une boîte, 1 an et demi à San Francisco et 1 an et demi à Paris, dans une boîte qui s'appelle Dream, qui fait des bandeaux qui analysent et qui améliorent le sommeil. Déjà, l'enjeu mission est assez cool parce que tu te réveilles le matin, tu as des gens qui t'envoient des témoignages en mode vous avez révolutionné ma vie, j'étais insomniaque, je le suis plus. Une partie des gens, parce qu'il y avait des gens pour qui c'était moins adapté. Et en fait, quand ils ont lancé le B2B, quand ils ont pivoté sur du B2B, toute la base de B2C a servi à lancer beaucoup plus rapidement le B2B. Et ça, c'était hyper intéressant parce que dans tes B2C, tu as des décideurs. Dans tes B2C, tu es capable d'avoir des témoignages qui te permettent en fait de prouver ton produit ou ton service. Et surtout, ça te donne la légitimité, de la presse, etc. etc. Donc, c'est une autre acquisition, quoi. Et je trouve ça intéressant parce que, à la limite, tu incarnes ta boîte sur une audience clé qui, en fait, derrière, va te servir à faire autre chose sur d'autres audiences, typiquement B2B, par exemple. C'est horrible ce que je veux dire, mais ils existent toujours. Dream ? Ouais. Ouais. Parce que moi, je les vois plus du tout. Et c'est vrai qu'avant, je les voyais partout, mais là, je les vois plus du tout. Parce que B2B. Quand j'y étais, on avait, pour le coup, là, en termes de com, on envoyait... après, on avait du budget aussi, hein. Ah ouais, bien sûr. On envoyait de ouf. Et en fait, tu te rends compte que, malheureusement, c'est pas forcément ça qui change tout. T'as beau avoir une com très sympa, tout le monde parle de toi, t'es sur une mission, le sommeil, c'est hyper important, etc. Pour autant, si ton marché ou ton business, nous, on est arrivé sur le marché, et c'était trop tôt, quoi. Enfin, tout le monde qui pense qu'ils ont des problèmes de sommeil, des problèmes d'insomnie, ils vont penser somnifère. Ils vont pas penser bandeau pour le sommeil tech que je porte pendant la nuit, quoi. À 500 €. Jamais de la vie, quoi. Et donc, c'est là où, en fait, t'as aussi ce que Oussama disait très bien, product market fit, quoi. Ouais. Est-ce que le produit rencontre son marché ? Là, c'était peut-être trop tôt. Mais en tout cas, cette com-là a servi pour lancer le B2B et faire maintenant une boîte qui s'approche de la rentabilité, certainement, tu vois. On a un petit changement de paradigme aussi sur la création d'entreprise qui n'existait pas avant par rapport aux boîtes à papa dont tu parlais tout à l'heure. Je n'ai pas envie de tourner toute la discussion autour d'eux, mais c'est vrai que The Family, ils avaient raison dans le sens où n'importe qui peut créer une boîte et ça peut venir un peu de n'importe où, en fait. C'était ça un peu l'idée. Et te dire que maintenant, tout le monde peut réussir à aller capter un peu de clients, à capter un peu, ne serait-ce qu'une toute petite étincelle pour voir si tu peux un peu appuyer et créer un produit derrière. Et donc ça, moi je trouve qu'aujourd'hui on vit une époque merveilleuse là-dessus. Un peu moins quand il faut communiquer sur TikTok du coup. Mais Merveilleuse quand même. mais là-dessus, cette partie-là, elle est merveilleuse. Et par rapport au fait de rendre un peu superstar les entrepreneurs, etc. Il y a eu vraiment un grand changement, notamment en France. C'est clair. C'est devenu une profession respectée et même à la mode. Respecté, je sais pas, mais en tout cas, très à la mode. À la Ouais, mode, il y a eu un vrai sur changement. YouTube, il y a une recrudescence des entrepreneurs qui d'ailleurs sont des entrepreneurs un peu différents de notre époque, où là c'est beaucoup, tu vas beaucoup parler cash sur YouTube, comment je me suis payé une Rolls Royce, véridique, hein, je l'ai vu il y a pas longtemps, etc., etc. Donc c'est vrai que
Et avant, c'était... avant, en effet, tu avais les stars de cinéma, les stars de foot, etc. Machin, et là, il y a un changement quand même de... On est rentré dans une époque un peu entrepreneuriale quand même. Ouais. Pour le pire ou pour le meilleur, ça, c'est pas mon propos, mais en tout cas, il y a eu un changement là-dessus. Et ça, c'est vrai que ça aide quand même toute la partie un peu business de A à Z, quoi. Ouais. Donc pour les élèves en alternance, je peux leur dire que quoi qu'il arrive, la comptabilité, ça les aidera, quoi. Ça pose une vraie question ce que vous dites, parce que ça veut dire que aujourd'hui tu as un peu la nécessité malgré tout d'incarner, enfin, en tout cas c'est vraiment un plus d'incarner ta boîte et d'être visible, d'être présent, de savoir bien communiquer, de vraiment incarner. En fait la question du coup c'est tu as quelle place pour ceux qui communiquent pas, qui incarnent pas, qui veulent pas incarner ou qui peuvent pas incarner ou qui n'ont pas forcément la volonté de le faire. C'est quoi la place et c'est quoi les perspectives de développement pour ces gens-là? C'est est-ce que tu peux réussir à faire une boîte magnifique, une énorme, une vraie réussite si t'es pas dans ce cadre-là, si t'as pas envie de rentrer justement dans ces schémas-là de communication et de d'incarner? C'est une super question. Parce que tu vois, je suis dans ce cas-là. Ouais. Et je me sens handicapé sur le sujet, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un handicap de pas vouloir communiquer tout le temps sur LinkedIn, 3 posts par semaine, etc. Et je suis totalement d'accord. Et est-ce que ça passe obligatoirement par là, quoi? Ou est-ce qu'il y a une pirouette, tu vois? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que tu fais réincarner par quelqu'un d'autre forcément, mais par autre chose, par des valeurs, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc à trouver là-dessus, quoi? Ouais, c'est clair. Le fait d'incarner en fait une société, une vision, c'est assez nouveau, j'ai l'impression, parce que à l'époque des Marc Simoncini, enfin vraiment les baroudeurs de l'entrepreneuriat, en fait c'était, je vais pas dire que c'était moins compliqué ou plus compliqué, mais c'est que pour nous, on peut monter des business sans vraiment avoir énormément de cash. Ouais. Parce qu'on a accès à, il y a vraiment du no-code, des outils, et surtout on est beaucoup plus éduqué à la question du cash pour s'en passer quand le business le permet. Je dis pas qu'on est plus débrouillard, mais on a grâce à TikTok, grâce à d'autres moyens, une petite étincelle en visant de dire peut-être les préventes par exemple, pour dire ça, peut-être que je suis pas obligé de mettre upfront du cash, peut-être que je vais d'abord avoir en fait des préventes pour après penser à la production. Il y a 25 ans ça se faisait pas, à 30 ans ça se faisait pas, c'était même pas l'esprit en fait de faire ça parce que les technologies étaient pas disponibles. Et aujourd'hui en fait c'est pas une critique mais c'est une constatation, c'est que dès qu'il faut monter une entreprise, il faut monter une start-up. Monter une TPE, une PME, c'est pas un gros mot. Ça revient à la mode un peu. Ça revient à la mode. Je vais reprendre un peu la restauration. Je trouve que le métier de restaurateur est hyper revenu à la mode. Est hyper devenu in un petit peu. Et je pense que les métiers un peu manuels, artisanaux, redeviennent un peu à la mode aussi. Et t'as plus besoin de monter un truc dans la tech, dans le truc pour... Donc là-dessus, il y a une rationalisation un petit peu des comportements. Et aussi à la formation, c'est que ça c'est quelque chose qu'on a remarqué nous, parce que on voit énormément de dossiers quand même. Et il y a vraiment une tendance, c'est les néo-commerçants. Et le parcours, on va dire pas typique, mais on va dire s'il faut faire le personnel, c'est généralement une personne qui a fait des études supérieures. Pourquoi elle-même ne sait pas et n'a jamais vraiment voulu être. J'espère que toi aussi sont c'est la comptable, c'est qu'ils veulent l'être, tout ça. Mais tu vois, c'est avec une bonne communication, peut-être qu'ils vont l'être pour des bonnes raisons. Et on voit énormément de gens qui ont fait prépa, école de commerce ou qui ont fait des études dans la communication, qui ont eu un job en fait de 2 ans, 3 ans. Et c'est soit ça du burn-out, ils reprennent tout de A à Z et c'est les gens les plus heureux du monde. Et de là, on sort de très très belles histoires. Là, on parlait de tout ce retour justement au métier à l'ancienne. Est-ce qu'il y a un pouvoir aussi de l'image là-dessus? Je vois par exemple les métiers je parlais des métiers de la bouche qui étaient revenus. On voit maintenant que c'est aussi beaucoup, on voit beaucoup de contenu là-dessus. On voit Cédric Grolet, on voit plein de pâtissiers, plein de juste à côté d'ailleurs. Okay. Dommage, ça doit être fermé, mais je vous aurais bien... c'est très très bon. Où tu as aussi vraiment une culture de l'image là-dessus. Tu as plein de chefs, plein de trucs qui sont hyper beaux, hyper sympas à voir. C'est peut-être aussi pour ça que ça revient des métiers à la mode. Cédric Grolet, pour reprendre cet exemple-là, il rend un peu la pâtisserie un peu in. Enfin, il y en a eu d'autres bien avant, mais il n'y a pas de... je pense qu'il aide le pâtissier du fin fond de la France aussi à être revalorisé. Enfin, je pense que ça aide tout le corps de métier aussi. Donc après, c'est à savoir, est-ce que tu veux être Cédric Grolet, c'est-à-dire le numéro 1 mondial, ou est-ce que tu veux juste vivre de ta pâtisserie
sans... 1000 possibilités entre les deux, c'est ça? Ouais, et il y a 1000 possibilités entre les deux, ouais. Mais c'est ça qui est intéressant dans ce que vous dites sur enfin, pas obligatoire de communiquer, mais en tout cas vraiment la nécessité de communiquer et les business de nécessité. Ouais. Je pense qu'en fait, t'as justement les gens qui incarnent leur boîte, un peu comme Cédric Grolet, va faire profiter effectivement le pâtissier du fin fond de la France parce que c'est un job et que c'est un secteur qui est beaucoup plus oublié, etc. Par contre, sur nos secteurs à nous, du digital, etc., si tu communiques pas, je répète ce mot handicap, mais c'est un peu, t'as une pénalité en fait, t'as une pénalité. Tandis que sur les métiers de nécessité, je trouve ça hyper intéressant. On l'a dit avec Cédric Grolet, moi il y a des boulangeries à Paris qui sont incroyables, qui mettent beaucoup de marketing, ou même les Big Mama, les restos Big Mama, etc. Mais les Big Mama, ça sert aux autres restos italiens qui ont un petit marketing, on en connaît à Paris, on a pas mal, qui ont un marketing un peu à la Big Mama, ça sert vachement. Mais malheureusement, ce côté boîte incarnée et nécessité dans la communication desservent ceux qui l'ont inventé en fait, c'est-à-dire nous dans le digital. Tu vois. C'est le retour du bâton. C'est le retour du bâton, tu vois. Un incubateur qui aide comme The Family, qui peut aider comme The Family des entrepreneurs, etc. S'il ne communique pas et de la façon communiquer, tu vois. Ouais, bien sûr. Même parfois un peu trop tranché, malheureusement, ou heureusement, malheureusement, il ne va pas être connu. Donc, il n'y aura pas de boîte, personne ne viendra. Même s'il faisait un copycat à recréer exactement la même communication, je pense qu'il y aura un retour de bâton. Où c'est clair. C'est pas vous, on n'aime pas. Ouais, donc là, faut recréer une nouvelle communication, quoi. Après, il faut la réinventer. Ouais. Nous, on a un énorme avantage sur la communication pour les étudiants dans le domaine de la comptabilité, c'est que globalement, c'est une discipline dans la formation qui est nécrosée, on va dire. C'est que vraiment, 90% de mes concurrents aujourd'hui, ils sont encore un peu au niveau zéro là-dessus. C'est simple, deux de mes principaux concurrents, je vais évidemment pas les nommer, ont des sites qu'ils auraient pu faire sur Windows Vista. Vraiment, c'est des trucs. Tu vas sur une fenêtre, elle descend, elle remonte pas. Longtemps, j'avais pas entendu ce mot, Windows Vista. J'ai pas eu XP. Vraiment. Et du coup, en fait, tu pars de tellement rien que si tu mets quelque chose en face et que tu essayes de t'adresser à peu près à la bonne personne, déjà tu fais mieux que la plupart des gens. Donc, nous, on est sur une des métiers où, honnêtement, ça va. Il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui qui communiquent très bien, des requêtes, on connaît, il y a pas mal d'écoles qui communiquent beaucoup et qui communiquent plutôt bien. Il y en a beaucoup d'autres, surtout sur des lignes de métiers plus rudimentaires, un peu comme la mienne, où c'est pas encore ça, et du coup c'est plus simple. Voilà. Du coup, tu as une place en fait. Ouais. Tu peux faire ta place. Ouais. Elle est plus facile à trouver. Le souci que tu peux avoir, c'est en tant que nouvel entrant, toujours par rapport à des grosses structures qui sont déjà là, quand tu arrives avec un budget qui est 1/40e de ce qu'ont des entreprises en face, globalement, même si tu communiques mieux, même si tu communiques mal, et si tu ne tombes pas sur les bons leviers, malgré tout, quand tu fais x40, tu réussis mieux. Donc, tu as une place qui est quand même un peu difficile à trouver. Ouais. Je prends ma voiture tous les samedis matins pour aller aux quatre coins de la banlieue, pour aller faire des lycées, pour aller parler à des jeunes, à Sarcelles, Garges-les-Gonesse, Corbeil-Essonnes et tout ça, pour aller pendant 4 heures échanger avec eux sur leur futur, sur qu'est-ce qu'ils veulent faire. Voilà, et ça prend un temps incroyable et infini, mais tu es obligé de communiquer avec ces leviers-là parce que en tant que nouvel entrant, t'as pas le choix. Il faut travailler sur ce qui coûte pas cher et ce qui peut fonctionner malgré tout. Je me suis rendu compte, je voulais te poser une question. Ton école, en fait, c'est en présentiel? Ouais. D'accord. Moi, je suis assez à l'opposé de beaucoup de gens. Si vous parlez tout à l'heure du télétravail, moi, distanciel, je crois pas du tout, pas très peu. En fait, c'est bien quand tu l'appliques dans un cadre présentiel, tu mets du distanciel, tu fais de l'hybride, il y a des choses à faire. Le distanciel, c'est pas... On a des petits soucis management. Je suis toujours le mieux. Ça peut être très bien. Nous, on n'a pas eu le choix, on s'est créé pendant le Covid, mais ça n'a rien à voir, quoi. Et après, on a tous des entreprises de services ici. Peut-être un peu produit, service. Ouais, service. C'est complètement service. Service. Après, tu peux productiser. Mais globalement, dans une entreprise de service, j'ai l'impression que le télétravail, c'est quand même hyper compliqué, quoi. Nous, on a 2 jours de télétravail par semaine. Et qui peuvent prendre ou non. D'ailleurs, dès qu'on a déménagé dans les bureaux, plus personne ne les prend. Ça, c'est plutôt un bon signe. Et ils le prennent quand ça les arrange, tu vois. Il faut faire un week-end, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Mais en termes de productivité, je suis totalement d'accord, ça n'a rien à voir. Et
moi-même, j'ai des amis qui sont dans des grosses boîtes tech, Salesforce, DocuSign, etc. Full remote, mais jamais, il faudrait que c'est simple, si j'ai des gens comme ça chez moi, alors pourtant, ils sont très smart, hein, ils sont dans ces boîtes, c'est pas pour rien, c'est très difficile d'y rentrer, pas forcément difficile d'y rester, bon après pendant la crise c'est autre chose, mais jamais nous on pourrait avoir ça, c'est-à-dire que t'as des gens qui taffent pas pendant la journée, ça se voit pas en fait. Télétravail, c'est devenu un nouveau paradigme. Et j'ai souvent ce conflit-là avec mon frère qui a fondé une entreprise qui s'appelle Talent.io, qui est une entreprise de mise en relation, start-up de mise en relation développeur-entreprise. Et dans la boîte dans laquelle j'ai commencé d'ailleurs. Et ils sont 200 maintenant. Et eux, c'est full remote, full télétravail. C'est vrai, ça. Ouais. Et à chaque fois, on s'embrouille. Je fais, mais t'es au courant que t'as au moins 20 à 30% de ton équipe qui bosse peut-être 3 fois moins. Il fait, oui, mais en fait, ça nous permet déjà de recruter de manière tellement plus simple et surtout d'avoir un turnover qui est bien plus bas puisque les gens qui veulent partir à Bordeaux, à Nice ou n'importe où, en fait, on peut les garder. Et ça change tout. Et lui allait même sur le fait que les gens travaillent peut-être même un peu plus. Je dis, ouais, ça dépend des gens, mais on télétravaille. Hein. Mais voilà. J'ai compris le jour où je partais le vendredi en week-end avec des amis et mes amis, je leur dis mais tu peux partir en week-end? Oui, je suis en télétravail. Je suis en télétravail. Okay. J'ai trouvé ça incroyable. Le nombre d'amis que je vois, toutes les stories Instagram. Pas comme ça, Instagram. C'est fou quoi. Mais ils sont en vacances alors qu'ils sont censés être en télétravail quoi. Je trouve ça ouf. En fait, ils venaient de trouver ces nouveaux bureaux pour Talent, donc c'est vraiment des bureaux de 150 personnes à Richelieu-Drouot. Vraiment, au moment où il a signé, 2 semaines après Covid. Fermeture. Ils avaient signé, je sais pas, 18-24 mois, quelque chose comme ça. Et au final, je suis allé dans leurs bureaux qui sont magnifiques. Vraiment, vraiment magnifiques. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne qui vient. Mais j'ai trouvé ça incroyable. D'ailleurs, avec Grosse Room, on venait parfois, avant d'avoir ces bureaux-là, on y allait. Et je trouvais ça incroyable d'avoir des 1000 mètres carrés pour nous. Mais oui. Ah, c'est pas un baby-foot, là, c'est un bowling. Ah oui, là, il y a un molki entier. Un bac à sable avec un molki, voilà. Mais personne ne joue, quoi. Donc en fait, et j'ai trouvé ça incroyable, ce côté télétravail là-dessus. Ça me vexe un peu quand même quand tu recrutes quelqu'un qui te dit est-ce que je pourrais télétravailler ou des trucs comme ça. C'est comme si tu invitais quelqu'un à dîner qui venait avec son repas en fait. Ouais, ils s'en cachent. En tout cas, les questions qui sont c'est toujours très voilà. C'est combien est-ce qu'il y a des jours de congé, comment ça fonctionne. Mais ça c'est normal. Ça c'est normal, il n'y a pas de. Non, je critique que c'est normal, mais ça. On discutait beaucoup avec des grands groupes du CAC 40, par exemple. Ça les managers, mais ça les choque, mais d'une puissance. Mais tout ça pour que le mec quitte la boîte un jour après et pas un mot, rien, donc le silent quitting. C'est drôle parce que la génération Z, de manière générale, a un gros cliché, c'est que c'est une génération qui ne veut pas apprendre du tout. Il y a des certitudes absolues et pas du tout d'envie de s'intégrer ou de quoi que ce soit, alors que c'est complètement faux. L'un des premiers critères de recrutement, c'est est-ce que dans la boîte va me porter quelque chose en termes d'apprentissage. Parce que ce qui est drôle, c'est que avant, c'était plutôt la boîte qui posait la question. Qu'est-ce que toi, tu vas venir m'apporter ? Pour ça, il faut que tu aies un profil de 15 ans d'expérience, justement, d'expert comptable, sinon tu ne rentres pas chez moi à 22 ans. Et ça, sur TikTok, il y a pléthore de contenus justement parodiques pour dire, voilà, je suis étudiant fraîchement diplômé, mais je n'ai pas d'emploi possible parce qu'il faut au minimum 5 ans d'expérience partout. Et alors que justement, et même nous on fait un travail un peu pushy avec les grands groupes pour leur dire, les services RH, il va falloir que vous intégriez le fait qu'il va falloir former ces jeunes et que c'est impossible parce que tous les services RH, en tout cas qu'on avait rencontrés, étaient toujours dans l'optique qu'ils vont recruter des jeunes. Alors eux, je parlais vraiment des métiers industriels aussi, hein. C'est-à-dire que c'est des soudeurs, des électriciens, on peut pas des boulangers, des bouchers, de ce qu'on veut. Il faut que ce soit pour eux des métiers qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà de l'expertise. Sauf que le jeune, par défaut, il veut pas faire de soudeur parce qu'on lui a jamais proposé la voie professionnelle pour faire de la soudure, alors qu'il peut kiffer ça. Et on dit pas aux jeunes qui peuvent kiffer des métiers manuels ou des métiers... il y a une émission américaine qui cartonne, qui s'appelle Le meilleur forgeron. On n'imagine pas le nombre de conséquences en termes de recrutement et de gens qui se projettent dans le métier que ça peut avoir. Parce que vraiment, aujourd'hui, on ne parle plus du métier de plombier, etc. Il y
Il n'y a plus ces métiers-là du quotidien parce que c'est plus des métiers qui sont proposés dans les cursus de formation par défaut. On dit Mais tu as encore cette partie marketing, Ouais. du coup, pour ces métiers-là. bah, bien sûr, Parce qu'un plombier, franchement, tu es chargé de marketing en start-up ou tu es plombier, à ton compte, à Paris, je pense que tu il y a gagnes beaucoup plus de beaucoup. plombiers. Ouais, je pense. Hein. Parce que si c'est une question de cash, effectivement, il y a aussi cette partie-là. Mais... Parce qu'il y a un élément qui est assez important sur la non-volonté des entreprises à recruter des jeunes, donc des profils qui sortent de formation. J'ai plus les chiffres, mais le temps moyen passé dans une entreprise par une personne, il a drastiquement diminué depuis quelques années. Et du coup, aujourd'hui, le temps moyen qu'on passe dans une entreprise, c'est plus 15 ans ou 10 ans, c'est, je sais plus comment c'est, mais je sais 3 ans. Et en fait, du coup, les entreprises, quand tu leur dis investissez maintenant sur quelqu'un qui sort d'études, comme ça, vous allez le former pendant X temps, et au moment où il va devenir opérationnel, il va rester chez nous pendant un an, ça va être super. Et globalement, après, il va partir. Et je pense que c'est pour ça aussi que les entreprises, aujourd'hui, elles ont du mal à se dire je vais prendre quelqu'un qui sort d'études, que je vais former, pour qu'après, il aille ailleurs, chez la concurrence, pour renforcer, du coup, mon concurrent, et que j'en perde 80% des 3 ans. Parce que c'est un truc qui joue... Le problème, c'est que justement, elle se pose cette question-là. Et qu'elle se pose pas la question de comment je vais faire pour le garder. Perspective de développement, package, changement. Et c'est fou, hein, parce que malheureusement, elle change pas de... hyper cher pour faire venir d'autres gens que pour augmenter les... C'est clair, c'est fou, tu vois, parce que honnêtement, moi je le vois, hein, mais on avait recruté des gens qui n'étaient pas d'agence. Maintenant, on recrute des ex-agences qui viennent chez nous, donc ça marche bien, mais mis à part ça, ceux qui, là pour l'instant, la boîte est très jeune, 2 ans et demi, mais ceux qui restent le plus, dans l'historique de turnover que j'ai dans une boîte très très jeune, c'est les gens que tu prends post-école, parce qu'ils n'ont rien vu, tu les formes toi-même, ils ont ta culture, ils la créent avec toi, tu leur donnes des perspectives de développement, etc. Et donc c'est une chance d'avoir, tu vois, nous, notre première junior qui est toujours là, qui s'appelle Rose, au départ, effectivement, elle n'était pas opérationnelle pendant des mois, mais maintenant, je pense que, enfin, tu vois, je vois le développement de la boîte avec elle, tu vois. Déjà, au sein même de ces boîtes, tu constates une vraie dichotomie entre le service com, qui a bien compris un peu cette essence-là, et le service RH qui te dit ouais, nous on a des problèmes de recrutement, mais ils ont des alternances qui convertissent pas en CDI. Pour une raison, ils n'ont pas de raison. Et donc ils forment des gens, ils se plaignent que ça part chez la concurrence, mais ils font pas d'offres, si tu veux, c'est quand même un peu paradoxal. Et donc tu as une espèce de fuite des cerveaux, de fuite des gens formés, de fuite des compétences qui est subie, alors qu'elle pourrait ne pas l'être. Enfin, un exemple très concret, c'est la SNCF. Elle est en train de dire c'est bizarre, nos conducteurs s'en vont. Donc là, la raison pour laquelle les conducteurs s'en vont, c'est que la Suisse recrute des conducteurs de train et c'est 10 000 balles le salaire d'entrée. Donc la SNCF fait oui, on les a formés. Et c'est ciao. Bien sûr, tu joues pas dans la même cour et tu touches pas les mêmes personnes, donc forcément il y a un espèce de décalage, mais c'est aussi à toi de tout le monde va pas partir, c'est pas possible. Donc, Conducteur de train, c'est un métier de passion. bien sûr, c'est un métier avec une passion, une histoire de boîte folle et tout, et puis, c'est le cas pour beaucoup de métiers industriels en plus. Pour avoir une petite note un peu positive, c'est qu'il y a aussi un changement de paradigme au sein des employés. Il y a aussi un changement de paradigme au sein des créateurs d'entreprises, que je pense on représente, où on est quand même une génération, on a envie que ça se passe bien, on a envie de faire les choses dans le bon sens, etc. Donc après, quand je nous souhaite ce qu'on se revoit dans 20 ans, on soit tous au CAC 40 et du coup on peut se dire que le CAC 40 ça va mieux. Mais du coup il y a ce temps aussi où de toute façon il va falloir qu'elle s'adapte. Parce que la vague est là et si on peut, ça va forcément bouger. Merci beaucoup, à plus, ciao.